Tout d'abord, je tiens à préciser que cette conférence est totalement interactive. Si jamais vous avez des questions à un quelconque moment, n'hésitez pas à m'interrompre. On est là pour échanger. Je vais commencer par présenter notre activité. Donc, je m'appelle Florent, comme vous avez dû le voir sur le programme. J'ai monté il y a 1 an et demi à peu près une structure qui s'appelle Casus Ludi, avec 2 collègues, collaborateurs qui viennent compléter mes compétences, Bastien Kersperm qui est designer et Pierre Chabilan qui est programmeur, et moi-même je travaille plutôt sur le jeu. Et donc à tous les 3, on a une activité sur la partie commerciale de conseil dans tout ce qui est numérique, notamment auprès des agences de communication et puis des entreprises. Et par ailleurs, en interne, notre objectif, notre activité, c'est d'explorer un peu tout ce qu'on peut faire en jouant avec la narration interactive pour traiter des sujets non pas ludiques, mais plutôt des sujets de société, des sujets d'information, etc. Notamment une de nos activités actuellement, c'est la création de news games. Donc voilà, aussi 3 exemples de jeux sur lesquels nous avons travaillé ou nous travaillons encore. Shemgas, c'est un jeu que je vous invite à découvrir si vous voulez comprendre un peu les mécaniques qui se cachent derrière le lobbying dans le monde du gaz de schiste et de l'exploitation du gaz de schiste en Europe. Hortoland, c'est un jeu sur le braconnage des espèces de passereaux qui se font tuer dans les Landes, en ce moment d'ailleurs, ça commence en général fin août et jusqu'à fin août, début septembre. Ça doit être fini, remarque maintenant. Et donc là, on est plus sur un jeu qui va avoir un écho local. Et puis un jeu avec un écho à la fois local et national qui est en cours de finalisation sur un sujet totalement d'actualité, Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, c'est des exemples de projets sur lesquels nous travaillons. Mais nous sommes ici pour parler, alors j'ai parlé de communiquer avec les jeux transmédia, et là je vous agresse avec un acronyme barbare. L'ARG. Alors qu'est-ce que l'ARG ? En fait, c'est un type de jeu transmédia. Donc l'ARG, d'abord je vais commencer par vous définir ce que l'ARG n'est pas, parce que souvent on fait beaucoup de confusion. Alors, notamment avec ces histoires d'acronymes partout. Donc l'ARG, ce n'est pas une histoire de réalité augmentée. Ce n'est pas une histoire de la réalité augmentée, c'est quand vous avez votre téléphone qui voit des trucs que vous ne voyez pas vous. Ce n'est pas la réalité virtuelle, là, c'est quand on met un gros casque et qu'on voit des choses que personne d'autre ne voit. Et ce n'est pas non plus du jeu de rôle, là où on fait des choses et où tous les gens qui nous regardent trouvent qu'on a l'air bizarre. Et ce n'est pas non plus le grandeur nature, où les gens qui nous regardent ont l'impression qu'on est vraiment très très bizarre, limite inquiétant. Même si, en fait, tous ces éléments peuvent être des éléments constitutifs d'une opération transmédia, notamment d'un jeu transmédia. Donc du coup, ARG, ça vaut pour Alternate Reality Game, c'est-à-dire les jeux en réalité alternée. Alors c'est là où il y a souvent la confusion avec la réalité augmentée, on fait vite le raccourci, la réalité augmentée étant plus populaire. Et donc, les jeux en réalité alternée, ça veut dire quoi ? Les caractéristiques principales d'un ARG donc, sont assez simples et très claires. Il y a une notion narrative. L'ARG est d'abord narratif, et dans certains jeux classiques, la narration est quand même plutôt très pauvre, ou inexistante. Je ne sais pas si on pense aux jeux que vous connaissez peut-être, genre Candy Crush, Tetris ou autres, où elle vient en second plan, derrière le gameplay, dans tous les jeux qu'on voit sur le marché et dont la promotion est faite par les gros éditeurs. On est sur une narration qui certes est travaillée, mais n'est pas le cœur du projet. Alors que dans la RG, ce qui est important, c'est que la narration est totalement centrale. C'est un objet donc transmédia, donc ça forcément c'est le sujet. En fait, il s'agit d'un jeu qui va utiliser tous les médias possibles pour échanger avec les joueurs. Et quand je dis tous les médias possibles, c'est même les médias les plus inattendus. On peut utiliser des t-shirts comme médias, on peut utiliser des acteurs, on peut utiliser, je sais pas moi, des petites annonces, on peut utiliser la radio, et on peut évidemment utiliser massivement Internet, qui a plein de supports qui permettent également d'échanger avec les joueurs.
Donc c'est vraiment très important le côté transmédia et également du coup le côté communautaire. C'est-à-dire qu'un ARG, ça va être une expérience communautaire. Ça va être à la fois une expérience individuelle, c'est-à-dire que les gens vont avoir une expérience de jeu, mais c'est également une expérience communautaire. Et cette expérience communautaire est très intéressante pour la diffusion, d'une part, de votre projet d'ARG. Les gens vont en parler entre eux, et donc du coup les gens vont voir qu'on parle de quelque chose, ça va faire du bruit. Et également, c'est intéressant pour le support de communication, c'est-à-dire que ça pousse les messages, l'idée, la narration du jeu va être portée en partie par la communauté. Et ce sera aussi intéressant, on le verra après, pour la partie intelligence collective. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'on appelle l'esthétique des ARG, encore un acronyme, TINAG, This is not a game. C'est le concept des ARG est de ne jamais se présenter comme étant des jeux. Alors c'est très intéressant, c'est une contrainte assez forte, puisqu'il faut toujours être à la frontière entre on est dans le réel, on est dans le jeu. C'est aussi c'est quelque chose qui est vraiment hérité du jeu de rôle, c'est le côté qui pousse à la suspension d'incrédulité de la part du spectateur, enfin du joueur, qui accepte de se mettre dans une histoire en y croyant, alors qu'il sait qu'il est dans une histoire, mais on ne le dit pas. Eh bien, ça c'est très intéressant, mais c'est aussi sans doute un des aspects des ARG qu'on va le plus rapidement évacuer si jamais c'est une contrainte trop forte. On peut faire des projets de jeux en réalité alternée qui soient très narratifs, transmédia et communautaires, et on va oublier le TINAG, on va dire marquer en gros au-dessus que c'est un jeu parce que on a quand même un objectif autre que juste de faire jouer les gens, et on veut que ça se passe bien. Mais bon, c'est une esthétique qui fait partie de l'ADN des ARG à la base. Donc voilà, donc l'ARG, globalement, c'est vraiment ces pôles-là, à savoir du jeu, de la narration, de la gestion de communauté. Donc on voit bien qu'on est à la confluence de médias type les médias sociaux qui sont sur communauté et narration quelque part, et on est vraiment sur quelque chose qui va être transmédia et avec des grandes caractéristiques très précises qui sont vraiment basées autour de la narration et de la communauté. Alors avant d'aller plus loin sur les ARG, je voudrais juste faire un petit rappel sur le concept d'utiliser les jeux pour la communication. Parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'utilisation du jeu dans des opérations de communication, mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce sujet. Je vais aller assez vite là-dessus. Donc le jeu, de mon point de vue, et c'est pour ça qu'on l'utilise nous dans nos activités, des atouts très forts pour ce qui est de transmettre des messages. Et là, je parle de n'importe quel message, que ce soit des messages commerciaux, que ce soit des messages de sensibilisation, que ce soit des messages d'information, que ce soit de la formation, enfin voilà, tout ce qui va être transmission de messages. Pourquoi ? Parce que le jeu est quelque chose finalement d'assez naturel et pas réservé à l'être humain. Et ce qui nous fait réfléchir à pourquoi le jeu existe. Donc c'est une démarche naturelle. Quand on regarde un peu du côté des neurosciences, tout ça, je vous laisserai faire vos recherches, je ne vais pas disserter là-dessus. Mais globalement, la structure de la pensée, ça fonctionne sur la reconnaissance de motifs, de patterns dans ce qu'on a déjà vécu, et on va du coup réagir en fonction de ce qu'on a déjà vécu aux choses qu'on rencontre à nouveau. C'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, jouer, c'est apprendre, c'est se mettre dans une situation d'apprentissage sans les risques de la situation réelle. Donc on est vraiment dans une démarche qui est très naturelle, et qui est commune à quasiment toutes les espèces vivantes un peu évoluées, et qui est vraiment profondément ancrée en nous, en chacun de nous. Et donc la fonction du jeu, qui est un peu oubliée depuis quelques décennies dans nos sociétés, est quand même vraiment, c'est en train de revenir, est quand même vraiment très importante et du coup naturelle, donc vraiment à utiliser. C'est une démarche volontaire, ce qui va rendre l'expérience engageante. En fait, si vous attirez les gens dans votre jeu, c'est que ils ont envie d'y aller. Donc vous avez directement une cible qualifiée. Et en choisissant de vivre cette expérience, le joueur est déjà quelque part un peu acquis, ou en tout cas curieux de ce que vous lui proposez comme message. Enfin, quand on parle de jeu, on parle aussi d'état de jeu. C'est l'état dans lequel, c'est un des autres éléments qui fait que la communication passe bien, c'est que l'état de jeu, c'est l'état dans lequel se met une personne qui veut jouer à un jeu. Il va se retrouver dans une espèce d'état d'hypervigilance
pour être en mesure d'acquérir, de capter toutes les informations que le jeu lui transmet pour que lui puisse bien performer dans le jeu, quelles que soient ses motivations, qui peuvent être diverses, hein, il y a autant de types de motivations qu'il y a de joueurs, etc. Mais globalement, les gens sont en hyper réceptivité pour du coup bien performer dans le jeu. Et s'ils sont en hyper réceptivité pour bien performer dans le jeu, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui jouent beaucoup, qui sont très efficaces, qui deviennent très bons, qui apprennent vite dans les jeux, si on est sur un jeu qui va communiquer autre chose que juste proposer une expérience ludique, on va aussi rendre la personne, être en face d'une personne qui va être particulièrement réceptive à nos messages. Donc c'est vraiment un état très intéressant. Et enfin, on peut commencer à plus utiliser le jeu de nos jours, parce qu'il y a une évolution quand même sociale assez importante à ce niveau-là, notamment grâce aux jeux vidéo, parce que là je parle de jeux en général, mais le jeu vidéo en particulier devient un référent culturel commun, parce que voilà, le jeu a une quarantaine d'années maintenant, les premières générations de joueurs commencent à être suffisamment vieux pour être à des postes à responsabilité dans une entreprise ou dans nos structures sociales et politiques. Et du coup, le jeu est devenu d'une activité de niche. Aujourd'hui, à mon avis, il est mûr pour le statut de média à part entière pour ce qui va être de communiquer des messages. Et donc spécifiquement, les ARG ont eux-mêmes des atouts particuliers par rapport à ça, notamment l'immersion. L'ARG est une narration très forte, je vous l'ai dit, donc le joueur est vraiment immergé dans l'histoire, et donc on va renforcer encore l'état de jeu et la réceptivité au message communiqué. L'ARG est transmédia, je vous ai dit que tous les supports ont été utilisés, et donc ça veut dire que on va utiliser vraiment des outils. On va essayer, en fonction du projet qu'on a et du public qu'on vise, d'utiliser des canaux de communication avec ce public qui sont dans son quotidien. Du coup, on a moins d'efforts à faire. On ne se dit pas, comme je veux aller au cinéma pour voir une histoire ou pour voir un film, là, le jeu peut nous suivre, voire le jeu peut nous poursuivre, quelque part. À un moment donné, d'ailleurs, il faut faire attention à ces choses-là. Mais on favorise encore plus l'engagement et la rétention que d'autres formes ludiques. Et enfin, le côté communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, a vraiment un intérêt sur la partie diffusion et intelligence collective. Et pour finir, on peut, alors évidemment, on peut choisir de faire un projet en sortant les grands moyens et faire un truc absolument gigantesque, mais on peut aussi choisir de faire beaucoup d'investissements sur la partie créative et de trouver des solutions et des canaux simples pour utiliser comme support pour le projet, ce qui permet potentiellement d'avoir des projets avec des budgets plus raisonnables. Alors, les ARG n'ont pas que des atouts. Très rapidement, je vous l'ai déjà dit, donc il y a une notion de créativité qui est très forte. Si votre narration elle est pourrie, les gens ne viendront pas. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il y a quand même vraiment un enjeu à ce niveau-là. La gestion de la communauté, c'est quelque chose que tous les gens qui font du community management ou qui ont affaire à des communautés de clients ou de public, etc. savent. C'est quelque chose d'exigeant en termes de qualité des échanges, de réaction, etc. Donc c'est pas forcément simple. Ça nécessite une grande planification, c'est-à-dire que le rythme du jeu doit être savamment étudié et planifié de manière à ce que ça se passe bien, que les gens suivent l'histoire et qu'on ne perde pas trop de gens en route, etc. Et enfin, il y a un petit problème aussi au niveau de la rejouabilité. Alors il y a des ARG qui sont un peu rejouables ou jouables plusieurs fois par les gens, par plusieurs personnes. Mais il y a surtout le côté gestion des spoilers, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà vécu l'histoire, il ne faudrait pas qu'il aille la raconter aux autres, notamment parce que les ARG sont souvent basés sur des énigmes ou des choses comme ça à découvrir. Donc si quelqu'un avait raconté la fin du film avant que vous l'ayez vu, en général ça vous perturbe. Là c'est pareil. Avec l'avantage dans le cas des ARG par rapport aux films et aux séries, où les gens n'hésitent pas à spoiler allègrement, c'est que les gens qui ont vécu l'histoire, donc qui ont découvert les indices un peu secrets, machin, se sentent un peu détenteurs de quelque chose dont ils sont privilégiés, et ils ont vécu l'expérience comme quelque chose de positif, normalement, et ils ont plus envie que les gens vivent cette même expérience plutôt que de leur gâcher la fin en leur racontant l'histoire. Donc normalement, ça se gère un peu si tout se passe bien. Et enfin, les deux dernières problématiques des ARG, c'est le côté This is not a game, qui est délicat dans la construction narrative. Il faut définir une frontière floue, mais pas trop floue au jeu. Il faut réussir à ancrer notre narration dans le réel. Et il faut réussir à engager suffisamment pour que les gens acceptent de rentrer dans votre histoire. Donc tout ça, c'est
sans leur dire que c'est un jeu. C'est compliqué. C'est compliqué au point que on a une problématique éthique sur le sujet. C'est This is not a game, c'est bien, mais ça veut dire qu'on va utiliser des supports de jeu qu'on va introduire dans le réel pour que les joueurs les voient. Mais les gens qui ne jouent pas vont les voir aussi, et potentiellement mal les interpréter. Alors c'est un vrai problème éthique, alors beaucoup moins crucial que la bioingénierie ou les sciences, la physique nucléaire ou les choses comme ça. Hein. Les problèmes éthiques sont d'un autre ordre, mais tout de même, pour donner des exemples de petits problèmes qui ont pu arriver, il y a un projet qui avait mis en place le site internet d'une fausse entreprise dont l'un des objectifs passait par un projet qui voyait la destruction de la moitié de la forêt amazonienne au Brésil. Évidemment, c'était donc dans un cadre ludique, et il s'est avéré qu'un député brésilien a fait une intervention au Parlement pour protester contre cette entreprise, etc. Donc il y a quand même, à un moment donné, le jeu a débordé sur le réel, encore plus de nos jours où l'information est souvent circule très vite et est rarement bien contrôlée. Pour donner un autre exemple, il y a eu il y a quelques années un fort reportage sur la mort de Bill Gates qui a fait chuter le marché boursier coréen. Voilà. Évidemment, Bill Gates n'était pas mort, mais les informations, des fois, il faut se méfier de ce qu'on met sur la place publique. Quand on vise un public, quand on va concevoir un projet pour un public, en fait, il faut quand même penser à tous les autres gens qui vont être témoins de ces sujets. Un des meilleurs exemples, et un des exemples très classiques dans les ARG, c'est un moyen facile, un outil facile d'accès à un ARG, c'est de dire mon ARG, je vais le commencer, je vais mettre des affiches dans la rue avec personnes disparues, etc., retrouver machin. Il y a beaucoup d'ARG qui utilisent ce ressort-là, de dire on met des affiches dans la rue en disant qu'il y a une personne qui a disparu, et puis on met des numéros de téléphone et des machins, et puis quand les gens contactent, ils s'aperçoivent qu'en fait c'est un jeu de ça machin. Ouais, sauf que les gens qui lisent vite fait l'affiche, tout ce qu'ils voient, eux, c'est que quelqu'un a disparu, ça les rend un peu plus anxieux qu'ils ne l'étaient déjà, et ils ferment leur porte à double tour un peu plus qu'avant. Donc il y a quand même une réflexion à avoir sur ce qu'on va mettre sur la place publique comme outil pour communiquer avec nos joueurs. Donc pour éviter que tout ça reste très théorique, et que vous vous endormiez tous, on va passer à des cas concrets, comme ça ce sera beaucoup plus parlant. Alors les champs d'application des DRG, de mon point de vue, sont vastes. On peut un peu faire ce qu'on veut avec. Dans le domaine artistique, l'enseignement, la promotion, la prospective, les RH, la valorisation, ce ne sont que quelques exemples que je vais illustrer tout de suite. Donc là encore, si vous avez des questions, je peux aller plus ou moins vite sur les jeux. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Le premier ARG reconnu s'appelle The Beast. Enfin, c'est pas son vrai nom d'ailleurs, il avait juste pas de nom à l'époque. C'était un jeu qui a été fait par des gens chez Microsoft pour la promotion du film Intelligence artificielle de Spielberg. En fait, donc leur point d'entrée dans le jeu, c'était dans les outils de promotion du film, des éléments qui amenaient les gens sur un site internet qui était d'une entreprise fictive. Alors les éléments en question, c'était un nom générique d'une personne dont le métier c'était thérapeute pour machines pensantes. Des trucs qui pouvaient intriguer les gens. Et puis dans les flyers, les trucs comme ça, les affiches, il y avait pareil des choses qui pouvaient attirer les gens sur ces sites internet qui décrivaient une réalité alternative dans lesquelles les intelligences artificielles existaient et qui emmenaient les gens sur la découverte d'une enquête sur la mort de quelqu'un par une intelligence artificielle, et puis ça allait jusqu'à générer des manifestations anti-IA dans les villes, etc. Donc vraiment un jeu bien construit pour la promotion de The Beast, enfin d'intelligence artificielle, je veux dire. Il y a eu 3 millions de joueurs, donc ça fait quand même pas mal. Mais par contre, les résultats étaient quelque part un peu décevants dans la mesure où la narration du projet était vraiment complètement à part du film, il n'y avait pas de lien. Ce qui fait que les gens ont suivi le jeu, potentiellement sont allés voir le film d'ailleurs après, puisque ça parlait d'une thématique qui les intéressait manifestement, mais il n'y avait pas un vrai lien de cause à effet, le film n'a pas hyper bien marché, n'a pas été reçu de manière fabuleuse par la critique, et c'est pas l'ARG qui a changé ça. Donc voilà. Dans le genre commercial, l'ARG pour la sortie du jeu vidéo Halo 2 a beaucoup mieux marché, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de... Enfin, beaucoup mieux marché. A très bien marché aussi en termes de nombre d'audience, et le jeu s'est très bien vendu, donc peut-être qu'il y a un lien. Un autre exemple commercial est beaucoup plus récent, c'est Ingress de Google. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ou qui ont joué. Il y a des gens ici qui ont joué à Ingress, ou qui jouent encore d'ailleurs. Non, hein. Ok. Il y a quand même des gens qui jouent même à Nantes, hein, je vous promets.
Voilà. J'ai testé il y a quelques années, et c'était quand c'est sorti. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet à la fois de communication et commercial. Enfin, commercial, on imagine. De communication, parce que c'est Google qui annonce que, quelque part, en posant un jeu comme ça, qu'ils vont sur le domaine du jeu, qui est un marché colossal dans le numérique, et sur lequel ils n'étaient pas vraiment jusqu'à là. Et c'est également intéressant de se demander ce qu'ils veulent faire avec commercialement parlant, puisque avec un jeu comme ça, donc c'est un jeu où on choisit son camp et puis on se balade, donc c'est en réalité augmentée. Enfin, oui. Oui, mais là pour le coup on est sur du ludique. Là on est sur, ils vendent rien. Ils vendent même pas, enfin ils vendent un peu une expérience ludique, mais c'est Google quoi. Je veux dire, c'est pas Nintendo, donc. C'est ça, c'est là où on peut plus se poser des questions sur ce qui est récupéré réellement. Et effectivement, je pense que les métadonnées, les déplacements, les liens entre les gens, etc., sont des données qu'ils stockent, ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont en faire, mais qui sont potentiellement intéressantes pour eux, sur la façon dont ça se déploie, dont les groupes se forment. Enfin, il y a plein de données sans doute très intéressantes qui sortent avec Ingress. Donc Ingress, on choisit son camp. Une fois qu'on est dans un camp, les bleus ou les verts, on joue dans la ville dans laquelle on est. Et puis, il y a des points d'intérêt qui sont invisibles évidemment à l'œil nu, mais qui sont visibles sur l'application, qui est sur le smartphone. Et puis, on va hacker les portails, se combattre comme ça à coup de téléphone portable dans les villes. Et du coup, les gens échangent vraiment, discutent vraiment entre eux, font des rencontres grâce à Ingress. Il y a des gens avec qui cette narration a marché. Après, c'est quand même transmédia. Il n'y a pas que l'appli mobile. Hein. Il y a une page Facebook, il y a des vidéos, etc. Enfin voilà. Ils poussent la narration, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la réalité alternée. Un projet à mi-chemin entre commercial et artistique, c'est Year Zero de Nine Inch Nails. Donc le groupe en 2007 a fait la promotion de son album. Alors d'ailleurs le terme promotion était un peu pas vraiment assumé par le groupe qui disait plutôt que l'ARG était presque l'élément principal en fait de leur projet et que le concept album qui allait avec l'accompagnait. L'idée c'était de faire d'écrire un monde alternatif, une sorte de contre-utopie de l'an 2022, donc 15 ans après le moment où ils sortaient leur album, en décrivant un monde dans lequel la politique notamment de l'administration américaine, avait un peu saccagé le monde, que la guerre en Irak avait eu des conséquences désastreuses, etc. Donc voilà, c'était très contestataire. Et là, les outils de promotion, d'entrée dans le jeu étaient très intéressants. Notamment, les premiers outils pour attirer les gens sur le jeu, c'était sur des t-shirts que vendait le groupe. Il y avait certaines lettres étaient en majuscules. En fait, on pouvait... Ils décryptaient une URL qui emmenait sur le début du jeu. Et de la même manière, ils ont laissé des clés USB dans les toilettes des salles de concert dans lesquelles ils faisaient leurs concerts, avec dessus, d'une part, à chaque fois, un morceau du prochain album, il n'était pas encore sorti, et des messages encryptés également, que les gens se sont empressés d'essayer de comprendre ce que c'était. Donc il y avait des messages sons, des photos, etc., qui décrivaient ce monde... cette contre-utopie de l'an 2022, tel que le prédisait, entre guillemets, Nine Inch Nails. Donc voilà, donc ça c'était assez intéressant comme type d'outil pour faire rentrer les gens dans un projet à la fois commercial, c'était quand même un outil de promotion, et un projet artistique. Là on est sur de l'artistique et de la promotion, d'une espèce de marketing territorial quelque part. C'est un projet qui s'est fait donc sur 3 ans à San Francisco, où en fait il y avait une espèce de jeu comme ça, où les gens étaient attirés dans le jeu par des affiches. Alors, il y avait toute une série de types d'affiches qui n'avaient rien pas toujours à voir les unes avec les autres, et qui présentaient souvent des technologies un peu bizarres. Là on parle de signaux de télépathie, une espèce des choses comme ça, des technologies forcément loufoques. Donc là, on est typiquement dans le cas où on est sur la place publique, les gens voient quelque chose, s'ils le regardent vite fait, ils voient un bonhomme qui a l'air en danger, donc ils se disent qu'il y a peut-être un danger. S'ils lisent vraiment, normalement, s'ils ont un minimum de second degré, ils comprennent qu'on n'est pas dans quelque chose de réel, on ne va pas les alerter contre des ondes télépathiques à cet endroit-là, et qu'on est bien dans quelque chose qui doit être de l'ordre du fictif. Et donc les gens étaient amenés, en découvrant les différents indices, à aller dans les bureaux d'une société qui s'appelait Jeju Institute à San Francisco, dans la City, et dans ces bureaux-là, ils étaient accueillis par des gens qui leur faisaient voir une vidéo, etc., et ils commençaient la narration comme ça. Et cette narration leur faisait
quelque part visiter San Francisco. Ils allaient à différents endroits, ils découvraient des indices, enfin voilà, il y avait tout un tas de choses, avec même des happenings physiques, c'est-à-dire les gens devaient aller à des cabines téléphoniques, répondre au téléphone, se rendre à différents endroits, danser dans la rue. Là, il y avait des acteurs qui arrivaient, qui faisaient des choses avec eux, etc. Donc c'était assez complet comme travail, et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont documenté ce travail, c'est-à-dire que, y compris à l'aide de caméras cachées, là où il y avait des zones d'interaction avec les joueurs, ils ont vraiment documenté ce travail. Ils ont fait un film qui s'appelle The Institute, et du coup qui explique et qui montre comment ce jeu s'est déroulé et ce qui en est ressorti. Alors c'était autant une espèce de performance artistique que d'études de société en fait, sachant que le jeu se terminait par un séminaire, voilà, c'était un peu bizarre, mais le jeu a passionné pas mal de monde. Alors il y a eu à peu près 10 000 joueurs. Donc sur 3 ans, c'est pas énorme, hein, vous allez me dire, mais quand même, ça a pas mal fait parler. Et c'est une façon originale de découvrir la ville. On le voit notamment avec les espèces de cartes perforées là, qui étaient des indices et qui permettaient aux gens qui devaient obliger les gens à trouver des endroits précis pour trouver les indices suivants. Un autre exemple, là on n'est plus du tout dans le commercial ni dans l'artistique, on est dans la prospective et quelque part le serious game. World Without Oil, c'était un ARG qui proposait aux gens d'imaginer qu'est-ce qu'ils feraient pendant les 32 premières semaines qui suivraient une pénurie de pétrole. Donc, en gros, si demain il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce que vous faites? Et donc, le jeu, le cœur du jeu, c'était une espèce de blog dans lequel il y avait tous les jours des articles, comme si on faisait les 32 premières semaines d'un monde sans pétrole. Donc les gens, il y avait différents médias qui étaient produits, donc les gens pouvaient participer de différentes manières, en laissant des messages téléphoniques, des textos, des mails, en écrivant des histoires, en écrivant des articles eux-mêmes, etc. Et les curateurs du jeu faisaient en sorte que ça soit transmis en un flot d'informations qui décrivent une espèce de dystopie, comme ça. Le monde n'a plus de pétrole, qu'est-ce qui se passe, et qui décrit jour après jour comment les gens s'en sortent, comment ils vivent cette pénurie. Et donc, ils ont eu à peu près 2000 joueurs et 60 000 personnes qui ont plutôt observé que joué. Et ils en ont retiré surtout beaucoup d'idées. C'est là où on voit qu'il y a un gros intérêt de l'ARG sur la partie intelligence collective, en fait. C'est-à-dire que les gens vont discuter, vont dialoguer, vont échanger, et beaucoup de choses intéressantes peuvent en sortir. Sinon, en plus local, si vous voulez faire de la communication sur de l'événementiel, par exemple, là c'est quelque chose qui a été fait à Angers en 2014. Ils font une nuit du musée pour les étudiants, et là, cette année-là, ils ont fait un ARG. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont utilisé des supports type la radio étudiante, de l'affichage dans l'université, etc., pour créer une histoire avec un meurtre mystérieux au musée. Donc là, on est toujours dans le This is not a game, mais personne n'allait croire qu'une momie s'était réveillée ou un truc comme ça. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté trop. Et ça se terminait par un événement le soir de la nuit au musée, où même les gens du musée étaient appelés à agir comme des acteurs de l'histoire, en fait. Donc voilà, donc ça peut servir aussi pour la communication événementielle. Là encore, on est aussi dans la valorisation du territoire. Là, c'était d'un musée, mais on peut le faire pour n'importe quel endroit ou ville ou chose comme ça. Plus concret, enfin pas plus concret, mais plus pragmatique peut-être. Actuellement, on travaille sur un projet chez Casus Ludi avec une entreprise privée, du coup, qui veut utiliser un ARG pour l'intégration, la formation et la stimulation de la collaboration entre ses employés, en fait. Donc là, on va être sur un ARG qui va utiliser vraiment les outils du quotidien professionnel des gens. C'est-à-dire que leur téléphone pro, leur poste de travail, les salles de pause, des choses comme ça, le fait qu'ils fassent des réunions ensemble. Et donc c'est une grande entreprise, c'est pour les amener à finalement sortir des silos, à rencontrer des gens qu'ils ne rencontreraient pas sinon, à échanger des bonnes pratiques avec des gens qui ont le même poste qu'eux, mais dans une autre ville ou un autre endroit, et qui du coup, avec qui ils ne sont pas en contact, mais à travers le jeu, qui propose une réalité alternée. Là encore une fois, on est toujours dans la fiction, donc on a une grosse couche narrative, qui propose un univers alternatif en lien avec leur univers professionnel et qui va leur permettre donc de mieux découvrir leur entreprise, leurs collaborateurs, et au-delà de cette
cette visée d'intégration et de formation, on peut aussi voir émerger une notion vraiment là encore, d'intelligence collaborative, c'est-à-dire de récupérer des bonnes pratiques, vraiment synthétiser des éléments qui vont être intéressants pour l'entreprise elle-même, en plus que juste l'expérience qui est proposée aux employés. Donc voilà, je vais résumer rapidement. Pour créer un ARG, quelques points clés. Donc, il faut avoir évidemment, comme pour tout projet, j'ai envie de dire, c'est un peu bateau, des objectifs très clairs. Donc, des objectifs, on parle de ce qu'on veut communiquer et à qui on veut le communiquer et de pourquoi on veut le communiquer. Il faut créer donc une fiction qui réussisse à s'ancrer dans la réalité. Les rabbit holes, les trailheads, c'est les points d'entrée. Donc là, il faut particulièrement soigner les points d'entrée pour capter les gens, parce que c'est là la problématique de l'ARG. On vous propose de rentrer dans une fiction, il faut réussir à vous attirer. Le jeu pour la sortie de Halo 2, l'ARG pour la sortie de Halo 2 par exemple, avait pris au sens littéral le concept de honeypot et avait envoyé des pots de miel aux journalistes, par exemple, pour les attirer dans l'histoire. Et ensuite, utiliser des médias adaptés. On l'a vu là pour le projet de RH, on est sur utiliser les médias qui vont être les outils du quotidien des gens dans leur travail, mais on peut aussi utiliser, si on fait quelque chose pour le tourisme, il va falloir on peut utiliser par exemple les transports en commun comme support, on peut utiliser les affichages en ville, etc. Donc voilà, vraiment, il faut être intelligent sur l'utilisation des supports de communication avec les joueurs. Et puis, il faut une très grande capacité d'adaptation. Parce que comme les gens vont parler, il faut être à l'écoute de ce que va dire la communauté et être capable de réagir. De réagir parce que peut-être certaines parties du jeu ne sont pas claires, peut-être parce que les gens vont vouloir d'autres choses, peut-être parce que les gens vont apporter des idées intéressantes et qu'il faudra être capable de réagir à tout ça. Et donc les résultats qu'on peut attendre de ça, c'est une image un peu innovante, quelque chose qui est encore très peu utilisé, donc quelque part ça peut être valorisant en termes de communication. C'est un engagement particulier du public, un engagement assez fort, si on arrive évidemment à lui proposer une narration qui l'intéresse. La possibilité de capitaliser sur l'intelligence collective, donc je l'ai assez répété, c'est vraiment, si on a dans ses objectifs de faire travailler les gens ensemble, de les faire discuter, de les faire réfléchir à des choses, c'est un très bon moyen de le faire. Et le message que vous allez vouloir transmettre va être délivré par de la narration. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on est naturellement prédisposé à enregistrer les messages qui font partie d'une histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va oublier le contexte dans lequel on a reçu un message. Si l'histoire a été passionnante, si on a vécu une expérience, on va garder l'information. Donc voilà, merci évidemment de votre attention. Merci.